chez Tolstoï, la comtesse Colette Tolstoï, que j'ai pris de monter sur l'estrade et de s'asseoir au centre. Bonsoir. Voilà, le prince Troubetskoy. Voilà, venez vous asseoir à côté de la princesse. Et là, bon, Roberto Coalao, qui est l'auteur de livres dont nous allons parler ce soir. Donc, il a écrit un livre important qui est une biographie de Tolstoï. Il vient d'être publié en italien avec une préface de Goffredo Fofi et il s'intitule Lev Tolstoï, le courage de la vérité. Et j'espère qu'il y aura dans la salle un des éditeurs des éditions des Sirtes parce qu'il pourrait être une belle occasion pour traduire ce livre. Et ensuite, nous avons donc un autre livre qui vient de paraître, c'est l'édition chez Feltrinelli, dans la collection Universale Economica Feltrinelli, de Guerre et Révolution, un très bel essai de Lev Tolstoï où il y a tout le portrait de son âme et de son pacifisme et de son humanisme. Et puis, je remercie d'avoir... Mais vous êtes prié de... Oui? Non? Bon. Ben, elle n'interviendra pas. Et nous avons également donc Alexandra Kamienskaya, qui est l'ancienne directeur de l'agence de presse RIA Novosti. Elle était prévue, donc vous pouvez vous asseoir avec nous. Et non, elle ne veut pas. Et alors, je dois vous dire, elle viendra après. Alors, je dois vous dire la raison de cette rencontre Tolstoï à Paris. C'est non seulement pour vous présenter un excellent chercheur et écrivain tel que Roberto Coaloa, mais également de vous rappeler toutes les activités, toutes les initiatives qui sont animées autour de l'héritage du legs spirituel de Lev Tolstoï. D'abord, donc, l'association du dialogue franco-russe qui est animée par le prince Troubetskoy et qui est son président exécutif. Et ensuite, l'association des amis de Léon Tolstoï qui est animée par sa directrice, la comtesse Colette Tolstoï, qui est l'épouse de Serge Tolstoï, qui était, comme vous le savez mieux que moi probablement, le petit-fils de l'écrivain, parce qu'il était le dernier fils de Mikhaïl. Du dernier fils. C'était le fils le plus jeune du dernier fils de Lev Tolstoï, qui arrive en France dans les années 20 ou dans les années 30, Mikhaïl, avec plein d'enfants, et le dernier devient médecin. Il a une vie très, très aventureuse, très romanesque, et voilà. Et alors nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir, madame, parce que vous représentez donc l'héritage familial d'un homme qui a travaillé toute sa vie, entouré de ses amours, de ses figures familiales, à commencer par Sophia Bers. Et donc, et puis il est le plus grand magicien de l'amour conjugal et de la tradition littéraire autour de l'amour conjugal, qui soit. Voilà, je laisse alors la parole à Roberto pour qu'il anime ce débat autour de son livre avec ses invités de marque. Je vous rappelle que les livres de Roberto sont disponibles en italien et ceux d'entre vous qui souhaitent les feuilleter, les acheter ou les avoir dédicacés, ils peuvent profiter de cette soirée parce qu'ils sont disponibles un certain nombre d'exemplaires, Et donc, voilà. Merci. Merci, Marie. Oui. Je remercie Marina Valencise pour avoir organisé une soirée, je crois, très étrange, parce qu'un Italien qui parle avec des Russes, un Français des œuvres de Tolstoï à l'hôtel de Galifet, qui c'est le siège de Talleyrand. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Marina Valencise a écrit un très important livre sur l'hôtel de Galifet, et j'espère que tu feras aussi une biographie de Talleyrand. Et il y a une tag qui dit en cet hôtel qui fut le siège du ministre des Relations extérieures,
Au cours d'une réception organisée par Talleyrand, alors ministre, Madame de Staël a rencontré pour la première fois Napoléon Bonaparte. Ou Bonaparte, comme disait Tolstoï, en guerre et paix. Donc, c'est le lieu peut-être qu'on a décidé aussi de prendre aller à Moscou et de décision. Donc ce soir, on parlera de l'auteur de Guerre et Paix dans une lieu vraiment très particulier. Donc je suis très content de cette occasion. Et donc je remercie Marina Valencise, mais surtout Alexandra Kamenskaya qui est ancien chef de Ria Novosti ici à Paris, que c'est elle qui a mis en contact et me fait connaître Madame Colette Tolstoï et les princes Troubetskoï. Donc je te remercie beaucoup parce que c'est toi un peu la maître de cette soirée. Donc on peut dire beaucoup de choses. Moi je voudrais tout de suite passer la parole à Madame Colette et puis si on aura encore le temps, je dirai quelque chose sur Tolstoï Voyageur, qu'il était à Turin. J'ai fait un peu le provincial qui parlera du petit Tolstoï que je connais un petit peu. Mais avant on a décidé de dire quelque chose avec Colette sur un texte que je trouvais que c'est Guerre et Révolution. Et puis je donnerai la parole à le prince Troubetskoï, que sa famille c'était aussi liée à la famille Tolstoï. Alexandre est un petit-neveu de mon mari. Oui. Et à la fin, en Italie, on l'appelle surtout Pavel Troubetskoï. C'est un grand sculpteur, c'est des Pallanza, donc il y a des Russes en Italie toujours. Et dans ma biographie, j'ai cherché surtout de parler de cet Tolstoï très connu dans les Italiens. Parce que le Nobel pour la paix Ernesto Teodoro Moneta, et c'est le Nobel pour la paix en 1907, c'est lui qui a fait connaître à la fin du 19e siècle Tolstoï en Italie. Et c'est pas d'accord avec les idées de Tolstoï. Moneta, c'est un socialiste de l'époque, c'était un gars italien, il a fait les guerres du Risorgimento, donc c'est un soldat comme Tolstoï qui a fait la guerre en Crimée. Mais Tolstoï c'est plus radical. Soldat, pacifiste, tous les deux. Mais Tolstoï c'est vraiment radical, donc disait à Moneta qu'il n'est pas d'accord par exemple avec l'arbitrage international, l'arbitrage. Parce qu'à la fin il disait, oui à notre époque c'est bien de faire une guerre avec Panama, peut-être que l'Espagne s'est mis d'accord avec les États-Unis, mais le problème c'est l'Allemagne, c'est la France. Si sera une guerre avec ces nations, avec la Russie, c'est la fin du monde. Donc, et Moneta, c'est pour l'arbitrage international. Mais Moneta, c'est surtout connu parce que c'est le Nobel pour la paix en 1907, mais il est devenu favorable à la guerre en 1911, quand l'Italie allait à Libye, la guerre avec la Turquie et l'Empire ottoman. Et surtout, en 1914-15, c'est favorable à l'intervention de l'Italie dans la Grande Guerre. Malheureusement, Tolstoï, il est mort en 1910, donc il n'a pas vu la Grande Guerre. Mais j'ai cherché dans mon livre de faire aussi l'histoire de cette histoire divergente du pacifisme européen. D'un côté, il y a Moneta, l'italien. De l'autre côté, il y a le russe Léon Tolstoï, qui a cherché toujours de trouver une paix en écrivant à les présidents de la République française. C'est l'homme du courage qu'il a écrit aussi les arts de Nicolas pour fermer la guerre russo-japonaise. Mais à la fin, on se rappelle comme Nobel pour la paix Moneta. Et Moneta favorable à la guerre. Et c'est peut-être la raison par laquelle on n'a plus donné un Nobel pour la paix en italien, je crois. Et je remercie tous les amis qui sont intervenus ce soir aussi nombreux. Et il y a aussi les consoles de Cavallari que je remercie parce que c'est le père qui a créé un très bon livre sur Tolstoï que je cite dans la biographie. Merci. Madame Colette, à vous. Après ce que vous venez de dire, je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas. D'abord, je suis très touchée que vous soyez venu. Ça veut dire que tout de même Tolstoï intéresse encore. Oh, Tout de même. mais tout de même. Mais je vous assure que véritablement, il n'intéresse plus beaucoup les jeunes générations. Vraiment.
Alors que vous voulez que je vous raconte, cher ami? Quelque chose sur Guerre et Révolution. Mais je ne peux pas vous raconter sur Guerre et Révolution parce que je n'ai pas pu lire le livre. L'italien, je ne le connais pas assez pour lire ce livre en italien. Or, il se trouve qu'à Paris, absolument incapable de trouver le livre original de Tolstoï. Et même chez moi, où quand vous êtes venu, vous avez vu la bibliothèque de mon époux avec des centaines de livres sur son grand-père, et malheureusement, je n'ai pas eu ce texte. Donc j'espère que notre projet de pouvoir le faire traduire en français vaut 2 livres. C'est une idée absolument fantastique. Voilà. Il y en a 2, il y a l'autre aussi. Ah, ça, je dirais, c'est un peu étrange l'histoire de ce livre, parce que Guerre et Révolution est sorti en effet en 1906, un Rue Granelle 11, mais c'est interdit donc à côté. Si, mais les explique. Maintenant il y a Borsalino, donc chapeau. Et en tout cas, Guerre et Révolution, la fin du monde, la traduction du russe, c'est de Eli Alperin Kaminsky, qui est un grand traducteur de l'époque, mais aussi pour son contenu antimilitariste. À la fin, les livres, c'est la police l'a interdit. Donc, c'est vraiment difficile de trouver une copie de ce livre. Donc, ce soir, j'espère que c'est encore avec nous, parce que c'est très rare. Il y a une copie à la Bibliothèque nationale, mais c'est difficile de jamais consulter parce que c'est jamais disponible. Et l'autre, c'est dans les États-Unis, et c'était un livre qu'il a amené la fille Alexandra, Sacha, qui a habité, c'était aussi les réseaux pacifistes des filles de Tolstoï. Oui, elle a fondé à New York. Exactement. Cette fille de Léon Tolstoï a quitté l'Union soviétique d'une façon très spéciale parce qu'elle leur a dit, elle était invitée pour faire des conférences à l'étranger, c'est la vérité, mais elle rentrerait après. Et après, elle n'est pas rentrée et elle est partie aux États-Unis. Et là, elle était dans une misère totale, enfin c'est mon époux qui m'a raconté cela, à tel point qu'elle s'est mise pour élever des poules. Et puis après, elle a rencontré des Américains, comme beaucoup, très fortunés et très passionnés par ce qu'elle faisait. Et ils ont donné beaucoup de capitaux et elle a pu faire la fondation Tolstoï à New York, où elle a aidé énormément de Russes émigrés et elle a propagé partout la culture de son père. Je vous le repasse. En tout cas, l'intérêt de ce soir, c'est de voir comme Léon Tolstoï, qui était surtout un aristocrate russe, soldat dans la guerre des Crimée, oui. Il est devenu pacifiste. Donc, je passerai la parole encore à vous, Madame Colette, mais sur ces sujets, c'est le prince Tolstoï. Je vous donne la parole au prince Tolstoï, comme ça on commence avec la guerre des Crimée et on va finir 50 ans après. Ça commence au Caucase. Bon. Allez, Caucase. Allez. Madame la directrice, monsieur le consul, d'abord je tiens à vous remercier pour votre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors que je tiens à dire tout simplement que je ne suis ni un spécialiste de Tolstoï, ça va vous étonner, ni même de la littérature en général. Alors, on se demande ce que je fais ici. Dans la famille Troubetskoï que je représente, le nom Tolstoï est étroitement lié en raison de nos liens familiaux, puisque son grand-père déjà, son arrière-grand-père était Troubetskoï par la ligne maternelle. Tolstoï fut aussi un proche de son cousin et ami, le fameux sculpteur Paolo Troubetskoï, devenu italien de cœur, d'adoption, puisqu'il a vécu et mouru à Palance, sur les bords du lac Maggiore. Mon père me parlait souvent de Tolstoï. Il était officier dans la garde impériale russe pendant la Première Guerre mondiale. Il disait toujours que, et aussi pendant la guerre civile, il disait toujours que les scènes de guerre décrites par Tolstoï dans ses romans sont un chef-d'œuvre pour faire comprendre ce qu'on appelle la grandeur et la servitude militaire. Alors que dire de Tolstoï ? Donc, quand il était jeune, c'est une existence riche, mouvementée, éclectique.
C'est un écrivain, bien sûr, on le connaît comme ça. Aussi, bon, c'est un penseur, on le connaît aussi. Mais c'est aussi un militaire, qui deviendra antimilitariste. C'est un objecteur de conscience, c'est un révolté. Je dirais révolté, mais pas révolutionnaire. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. C'est par cette partie militaire de sa carrière que je dirais quelques mots sur Léon Tolstoï et sa destinée. Sa vie commence donc par une jeunesse turbulente, comme j'ai dit, des études médiocres, jamais achevées, avec des changements fréquents d'orientation. Donc cette vie mondaine dans la haute société, l'amusement que sont les bals dans la grande société. C'était un grand danseur lui-même. Il a une passion pour la musique, il joue très bien du piano. Il compose d'ailleurs une valse dont les notes ont été conservées. Et on sent très bien le musicologue averti dans des œuvres telles que la sonate à Kreutzer qu'il a écrit. Il aime beaucoup Chopin, Mendelssohn, Handel, Schumann. Et une autre passion, bien sûr, de l'époque, la chasse. Alors sa famille s'inquiète de cette insouciance, et c'est son frère aîné, Nicolas, qui va le convaincre de faire une carrière militaire, en espérant un peu le raisonner, l'emmener sur une voie un peu plus normale. Il faut dire qu'il part aussi à l'armée pressé par des dettes de jeu. C'était dans sa nature. Donc on peut déjà dire que le métier des armes n'est pas sa vocation. Donc il rejoint son frère au Caucase, en pleine guerre de conquête du Caucase, qui était en particulier contre le fameux imam Shamil, qui avait réussi à fédérer les populations musulmanes contre la Russie à l'époque. Il est affecté comme jeune Junker, c'est-à-dire aspirant, à une batterie de la 20e brigade d'artillerie, qui devient artillériste. Il participe à de nombreux combats. Il est officier très courageux, remarqué. Il est proposé à la Croix de Saint-Georges, qui est la plus grande distinction militaire russe. Eh bien, il va commencer par la refuser, au profit d'un soldat qu'il juge plus méritant. Et ça, c'est tout à fait le trait de caractère de Tolstoï. Et il écrit en même temps, déjà, dans le journal qui s'appelle Sovremennik, le contemporain, des récits vivants de cette guerre au Caucase. Il est tout de suite remarqué pour son talent littéraire par les écrivains de l'époque, Gontcharov, Ostrovsky, Turgenev, et aussi par la cour impériale. Après 2 ans, quand même passé au Caucase, sur le front, il est affecté sur le front du Danube au début de la guerre de Crimée. Bon, le front de Danube, c'était pour se placer éventuellement contre une offensive autrichienne si l'Autriche entrait en guerre dans la coalition de la Crimée. Mais comme il ne se passe pas grand-chose, il demande sa mutation et se retrouve en 1855 à Sébastopol. Il combat au poste les plus avancés, les combats connus de la rivière Tchornaïa et surtout le grand bastion de Malakoff, dont une ville de la banlieue de Paris rappelle son nom. Il prend en même temps le temps d'écrire, et ses récits de guerre connaissent un succès éclatant. C'est bien sûr les récits de Sébastopol, mais il y en a d'autres. C'est une description vivante de la guerre, du courage du soldat, de ses souffrances. Lui-même se distingue par son courage et par son ascendant sur les autres de troupes. Il reçoit de nombreuses décorations et sa carrière militaire semble très prometteuse. Pourtant, ses remarques acerbes sur le haut commandement vont l'obliger à quitter l'armée alors qu'il n'est que lieutenant. On retrouvera d'ailleurs son expérience militaire plus loin dans ses écrits. Son expérience d'officier d'artillerie lui fera écrire des pages mémorables dans Guerre et Paix, et je ne retiendrai que comme un exemple l'épopée du modeste capitaine Touchin, livré à lui-même pendant la bataille de Schöngraben qui précède celle de Austerlitz. C'est la description vivante d'une batterie d'artillerie en pleine action, oubliée par l'état-major. C'est encore une critique à l'égard de Tolstoï. Que ce petit capitaine anime avec passion, compétence, courant de batterie en batterie, prodiguant des conseils, encourageant ses soldats, les blessés. Donc on voit certainement Tolstoï lui-même qui a dû vivre la même situation alors qu'il commandait des unités d'artillerie. Il raille au passage un colonel venu
lui donner des ordres, mais qui s'enfuit au premier coup tiré près de lui, toujours la critique. Intervient bien entendu un des héros de Guerre épée, le prince André, qui restera aux côtés du capitaine, qui l'accueille avec reconnaissance, les larmes aux yeux. Ajoutons que ce capitaine Touchine est l'image du soldat russe qui vient d'accomplir l'œuvre militaire de sa vie en toute modestie et sans y être préparé. Jugé plus loin pour avoir perdu 2 canons au cours de la bataille, Touchine prend sur lui toute la responsabilité uniquement pour ne pas dénoncer ceux qui n'ont pas approvisionné les munitions, parce que les vrais responsables de la perte des canons, c'était eux. Donc, toujours, description militaire et toujours une pique contre le système militaire et non pas contre le soldat. De nouveau et toujours, donc on trouve donc, le soldat face aux critiques et les critiques de Tolstoï face au commandement. Après la guerre, il était témoin de tous les drames humains de celle-ci. Il décide de voyager. Il découvre l'Europe, la France, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie qui le rejoint par le Mont Cenis. Il est déçu par le monde occidental, comme il l'a été par la Société de Saint-Pétersbourg, par celle de Moscou. Il se cherche à nouveau, et ça sera tout le cheminement de sa vie. Il se cherche. Il rencontre les mouvements libéraux et révolutionnaires. Dans sa jeunesse, il s'était intéressé à Montesquieu, l'esprit des lois, à Rousseau. Maintenant, il rencontre Proudhon, Gertsen, et assiste aux conférences de Charles Dickens. Il connaissait plusieurs langues, dont l'anglais. Et quand il rentre en Russie, à Yasnaya-Polyane, sa propriété, il va se consacrer beaucoup, entre autres, à l'éducation du peuple, l'aider, etc. Et là, il écrit un remarquable manuel de lecture pour les enfants, une azbouka que j'ai d'ailleurs dans mon cartable, je la montrerai tout à l'heure. C'est un abécédaire reconnu encore à ce jour comme un excellent manuel pour apprendre aux enfants à lire et à écrire. Il entreprend l'écriture de ses romans. Il consacre 10 ans au seul roman Guerre et paix, dans lequel interviennent plus de 500 personnages, dont au moins 200 sont inspirés de personnages réels. Il étudie l'histoire, il dit tout ce qui a pu être écrit sur les guerres napoléoniennes, du côté russe, jusqu'aux mémorials de Sainte-Hélène, de Lascaux, etc. Donc, Guerre et paix, bien sûr, est un roman au service du patriotisme. La guerre de Napoléon est bien ressentie par lui comme une guerre mondiale. Et de nouveau, les scènes de guerre, comme on l'a vu, ne peuvent avoir été écrites que par un écrivain ayant lui-même été un brillant officier. Mais on y retrouve aussi toutes les raisons qui lui ont fait tourner le dos à l'armée, tout comme à la vie mondaine, pleine d'intrigues, qui est également décrite dans ses romans. Attiré par la question sur ce qu'est l'humanité, il côtoie de plus en plus le monde paysan de sa propriété. Il y reconnaît peut-être ses soldats. Il va s'éloigner de tout ce qui lui rappelle des institutions trop figées. Il entre en conflit avec l'Église, qu'il considère comme trop formelle. Il recherche les fondements de la foi en s'intéressant à toutes les religions, les sectes en particulier, et en particulier parmi les sectes, celle des vieux croyants, qui était un schisme qui s'était produit au sein de l'Église orthodoxe. Il réfute désormais les valeurs matérielles. Il recherche la vie simple, ça s'appelle le apachie en russe. Il s'intéresse au travail manuel, devient végétarien, s'habille presque comme un paysan. Il s'occupe des pauvres, il crée des cantines pour les nécessiteux, il arrive à nourrir jusqu'à 10 000 repas. Mais il indispose le pouvoir. Il a écrit au tsar Alexandre III en faveur des révolutionnaires qui ont assassiné son père. Il fait des appels au pacifisme dans les milieux militaires. Et arrive aussi son roman Voskresenie, la résurrection, qui affiche clairement une condamnation de la société, de la pratique religieuse, de l'art. Critiquant l'art, il critique même sa propre œuvre, Guerre et paix, qu'il va considérer comme un livre inutile face aux vraies valeurs de la vie qu'il continue à chercher. Alors son
l'anticléricalisme est exacerbé. Aussi le synode, c'est-à-dire la direction de l'Église orthodoxe, va considérer que Tolstoï s'est exclu lui-même de l'Église. Il y répond en acceptant ce statut d'excommunié, mais en précisant que l'Église ne comprend pas. Il s'est exclu de celle-ci pour mieux servir Dieu intérieurement. Ça veut dire qu'il reste profondément religieux, mais n'accepte pas l'Église. Cet éloignement progressif du monde se terminera par l'étrange voyage sans véritable but qu'il entreprend à la fin de sa vie, quittant sa famille sans prévenir, et pendant son voyage, il meurt d'une infection pulmonaire. Alors, révolté, mais pas révolutionnaire, profondément pacifiste, objecteur de conscience, il aura cherché toute sa vie une voie intérieure au sens de l'existence et de la spiritualité. L'a-t-il trouvé? Son dernier voyage inachevé par la mort fait penser que non. Merci. On s'est aperçu qu'à la fin, il y a la vie de Tolstoï, c'est tellement intéressant, très long, c'est comme une archive. On trouve toujours des choses, on trouve vraiment n'importe quoi. Et pour moi, en tout cas, je voudrais aussi avoir le temps pour des questions, etc. Mais je souligne le côté politique de Tolstoï. Les changements d'un soldat qui, après 50 ans, quand il y aura la guerre russo-japonaise, c'est pacifiste reconnu en tout le monde. Aussi pacifiste que sera Gandhi, le jeune gars il y a 40 ans, à écrire la première lettre. Il y aura une chance de 7 lettres entre Gandhi et Tolstoï. Et la première lettre, c'est de Gandhi à Tolstoï en 1909. Et la dernière lettre, la longue lettre qu'il écrira 2 mois avant sa mort, Tolstoï, c'est une lettre à Gandhi où il transmet un peu les témoins du pacifisme mondial en regardant l'œuvre de Gandhi dans les Transvaal comme l'œuvre la plus importante du monde, dira Tolstoï. Donc, je pense à Tolstoï, je vous remercie pour votre relation, à parler des 3 récits très connus de Sébastopol. Et la nouvelle, alors, Tolstoï, c'est encore les soldats. Les soldats qui, quand on va à Saint-Pétersbourg après la guerre, il y a une photo très étrange où il y a tous les hommes de lettres de Saint-Pétersbourg, donc bien sûr le grand Turgenev, les autres sont des dandies, des grands flâneurs, etc. L'unique, c'est encore un soldat, c'est Tolstoï. Il semble quelqu'un qui veut mettre tous les hommes comme ça, les écrivains, à la galère. C'est étrange cette photo. Mais à la fin, c'est Tolstoï qui deviendra le plus grand pacifiste, aussi avec une grande chemiste à musique, avec toujours les mains comme ça. Et il y a une raison, parce que les soldats, l'aristocrate Tolstoï, il a tellement fait les dents du fou de l'époque, c'est pire que Dostoïevski. Sa vie, c'est vraiment lui le joueur. A perdu la tenue de Yasna Poliana en jouant comme ça. Donc, il a fait reconstruire pour son mariage, etc. Il a 34 ans quand il s'est marié avec Sophie Andrievna à Neber, et il est sans les dents, à 34 ans, parce qu'il fumait beaucoup, il buvait beaucoup, il faisait n'importe quoi. Donc, quand il va se marier, il va confesser j'ai honte, je ne suis pas sûr, comme je vais marier une fille de 18 ans, je suis un monstre. Mais à la fin, c'est la chance, parce qu'avec les mariages, c'est la guérépé, c'est la carina, c'est la gloire littéraire. Et sa gloire littéraire à partager avec Sophie, en tout cas. Très bien. Ils auront 13 ans. Oui. Donc certains vont mourir, mais 13. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire de Tolstoï, mais pour moi, c'est l'homme politique. La nouvelle de la dernière Anout se termine par ces lignes où il y a un rage encore patriotique, c'est terminé comme ça, l'armée quittant la ville, et chaque soldat, en regardant Sébastopol abandonné avec une amertume indicible dans les cœurs, soupirait et montrait les poings à l'ennemi.
En 1989, Tolstoï, écrivant une préface au souvenir de Sébastopol par un officier d'artillerie, un certain Herchoff, revient en pensée sur ces scènes. Tout souvenir héroïque en avait disparu. Il ne se rappelait plus qu'il est la peur qui doit accepter moins. La double peur, celle de la mort et celle de la honte, l'horrible torture morale. Tous les exploits du siège pour lui se résumaient en ceci: avoir été de la chair à canon. Il y a les Tolstoï voyageurs. J'ai raconté cet épisode, il va à Saint-Pétersbourg, encore soldat, il va connaître les hommes de lettres, mais il n'est pas content. Il sait quelque chose, et il est un homme russe. Et dans la biographie, je cherche aussi un peu l'âme russe. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi des mots en russe que les Français et les Italiens n'ont pas. Par exemple, les mots vérité, verità en italien. En russe, on peut dire en deux façons. Il y a la pravda, que tout le monde connaît, la pravda, et la istina. Oui. Et istina. C'est la vérité, on peut dire en italien, en français avec la... Et Tolstoï, il cherche, il a le courage de chercher ces grandes vérités. Et pour toute sa vie, il va à la... Il y a des mots toujours, je cherche la vérité comme eux. Eux qui sont les paysans, sont les moujiks. Donc, la chose intéressante, c'est que Tolstoï, après la guerre de Crimée, il va en France et il va en Italie. Pas toute l'Italie, mais en Piémont en particulier. Et c'est pour moi que je suis intéressé à l'histoire. C'est ça que j'ai cherché de lire, pas les pages, pas d'écrire la Val d'Hôte, les paysages, les promenades, etc. Mais pourquoi il va en France et pourquoi en Piémont? Ils sont les ennemis de la guerre de Crimée. Parce qu'il va chercher, c'est encore les soldats, l'aristocrate russe, très orgueilleuse, etc. Il cherche pourquoi les petits Piémonts et la France a gagné avec la Grande Russie. Donc il y a un système démocratique que ça ne marche plus. Les systèmes des écoles, la liberté sociale, il existe dans Paris, il existe à Turin. Et là, j'ai trouvé deux pages, pour moi, que les slavistes et aussi les biographes de Tolstoï n'ont jamais souligné. Par exemple, il est à Turin, 17 juin 1957, et Tolstoï se promène dans ici il y a des Italiens, vous connaissez Via Po à Turin. Il y a l'université, à l'époque ça s'appelle Athénéum, il y a le musée des statues, le musée égyptien, et Tolstoï, bien sûr, il va regarder ça, et il écrit dans son carnet, il y a un sentiment d'envie pour cette vie jeune, forte, libre. Partout, on peut vivre et bien. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que il fait une fuite. Quand il arrive à Turin, il est resté dans le mois de février et mars-avril à Paris. Pour lui, Paris, c'est la folie. Il se sent... Il se sent pas un homme très cultivé. Il va à Louvre, il va voir les musées, les conservatoires, les conférences à Paris. Et il se sent un homme qui doit encore étudier beaucoup. Mais à la fin, il quitte Paris parce qu'il dit dans son journal j'ai vu un homme guillotiné. Donc, dans sa plénitude, un homme très... Oui, à Paris. Et vous savez pourquoi? Quand il est venu à Paris, il est venu habiter chez Turgenev, rue de Rivoli. Et c'est un voyage. Et un jour, en rentrant de faire ses courses, je crois qu'il était même allé à l'opéra, à l'époque, les exécutions capitales se faisaient place de la Concorde. Et il est passé par la place de la Concorde et il a vu que la foule était constituée de femmes extrêmement élégantes, d'hommes aussi très habillés, qui venaient pour ce spectacle de voir la guillotine tuée sur la place de la Concorde. Eh bien, il est reparti le lendemain matin. Alors, il habitait au 206 rue de Rivoli, et c'est mon époux qui a demandé, il y a 25 ans ou 30 ans, au maire de Paris
de bien vouloir mettre une plaque sur la maison. Il a accepté. Et ensuite, quand il est allé en Suisse, il était sur le lac, c'est pas un lac qui porte un nom germanique. Et là, il y avait un musicien malheureux, un homme malheureux, mais qui jouait merveilleusement bien de la musique. Et donc, Léon Tolstoï lui a dit « Viens, je t'emmène avec moi à l'hôtel ». Et dans cet hôtel, il n'a jamais pu faire rentrer le musicien, on n'en voulait pas. Alors il a quitté, il est parti. C'est même pas mal ça, hein. C'était des bons Suisses, pardon. Et c'est très intéressant de voir, après la guerre de Crimée, c'est encore un jeune homme, il doit s'encore marier. Et donc il doute de la civilisation. Quand il est à Paris, il dit mais alors la civilisation c'est aussi la guillotine. C'est ça. Donc, et il décide de faire des études. Donc il va retourner à Yasna Poliana et donc oui bien sûr. Et là, c'est très intéressant de voir le courage vraiment d'un homme il change toujours. À la fin, il devient vraiment le grand Tolstoï. Et je profite de la présence de Madame la Comtesse Colette Tolstoï parce que j'ai retrouvé un lettre de Lev Tolstoï al figlio Misha, à Mikhail Tolstoï, qui c'est le plus jeune fils de Tolstoï, alors âgé de 16 ans. C'est une lettre de la fin du XVIIIe siècle. Et Tolstoï, là, il n'est pas encore le Tolstoï de guerre et révolution. Il doit encore être contacté par Gandhi. Et donc, il écrit à cette jeune fille qui sera un peu les rebelles de la... Je dis Misha, c'est le père de Serge, donc le mari de Colette. Et les rebelles, il dit Tolstoï. Et je souligne ça parce qu'il y a aussi en Italie et en France, on sont sortis des livres récemment qui ont dit que Tolstoï, il est un mauvais père. Parce que tous les hommes de génie, comme Einstein, comme Rousseau, comme Charlie Chaplin, et des autres encore, et ils sont de mauvais pères. Et la chose que je dis ça parce que dans la couverture du livre qui est sorti en italien pour l'écrivain, c'est aussi très intéressant, c'est pas mal le livre. Mais il y a une grande erreur. Dans la couverture du livre, il y a les images de Rousseau, de Einstein, de Chaplin, et il y a une image, bien sûr, de Tolstoï. Malheureusement, c'est pas Tolstoï, c'est un fils. C'est le premier fils. Oui, parce que c'était à la mode des années 30 avec un chapeau. Donc, c'est pas lui. Et Tolstoï, si vous regardez les photos de Tolstoï, il est toujours avec Sophie Andreevna, il photographe toujours avec les enfants, avec Tatiana, avec les petits-fils. Donc, il est aussi un grand-père. Et la lettre qui est écrite, par exemple, à les rebelles, à Misha, à Mikhail, c'est une lettre il y a 20 pages. Donc, un père qui écrit une lettre comme ça, et c'est parce qu'il veut vraiment du bien à son fils. Il dit, tu as l'impression que ce que je confesse et professe est quelque chose de très bien, peut-être, mais vague, flou, inapplicable. C'est un peu la critique qu'il faisait aussi Moneta, les nouvelles pour la paix italienne à Tolstoï. Tu n'as, je crois, jamais feuilleté un seul de mes livres, à l'exception, bien sûr, des romans. Et pourtant, si je confesse et si je professe ce que je confesse et ce que je professe, c'est uniquement parce que j'estime que ce sont des règles de conduite très précises, très claires, parfaitement applicables et fort utiles pour de jeunes gens comme toi. Donc, Tolstoï qui est à Yasna Poliana, il est devenu aussi végétarien. Aussi pour lui, c'est pas quelque chose de bizarre, comme on peut penser maintenant. On dit, bon, c'est l'aristocrate russe qui se veut montrer un moujik pour frapper les bourgeoises, on dit. Non, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un il a lu aussi les philosophies de l'Orient, donc il a décidé que pour devenir un homme chercheur de la vérité, il doit passer pour on dit des steps, des étapes, oui. Donc la première étape, par exemple, pour devenir un homme, Tolstoï dit bon, c'est d'être végétarien. Pour un chasseur qu'il a été. Oui.
Donc, il disait, les amis, si tu n'es pas un végétarien, tu n'es pas un homme, tu es un homme perdu. Donc, c'est Tolstoï vraiment très radical. Mais c'est des Tolstoï qui, par exemple, c'est cette Tolstoï qui est très aimé, par exemple, dans Bernard Shaw. Bernard Shaw, les surhommes, c'est pas Nietzsche, c'est Tolstoï. Et donc, c'est Tolstoï qui écrit en lettre à Misha, son fils rebelle, le père de Serge, ça m'en fait beaucoup. Et puis, comme ça, je termine aussi le développement, on peut dire, de la pensée de Tolstoï. La lettre finale, qui s'écrit par Tolstoï 2 mois avant sa mort à Gandhi, que c'est le 7 septembre 1910, et il parle de la non-résistance, c'est-à-dire la loi d'amour. Tolstoï dit la loi de l'amour, c'est la loi non déformée encore par des interprétations monstrueuses. Donc c'est la raison par laquelle l'Église orthodoxe a décidé aussi, avec un prétexte, de l'excommunier. En tout cas, je dois dire aussi, quand écrit cette lettre à Gandhi, Tolstoï, il parle de la guerre et la révolution. Bien sûr, la guerre, c'est la guerre russo-japonaise, donc pour lui, c'est vraiment la fin du monde. Comme homme russe, c'est encore un patriote, il souffre beaucoup pour cette guerre, parce qu'il voit qu'elle est aussi la défaite, la débarque de Tsushima, c'était vraiment incroyable. Et donc il souffre pour ça. Il y a aussi un fils de Tolstoï qui va à la guerre, donc il souffre encore plus de ces conditions aussi familiales, donc c'est aussi un drame. Et dans ce drame, il écrira des pages comme Guerre et Révolution, pour moi, ce sont les pages les plus belles du pacifisme mondial, je crois, parce qu'elles sont très claires, très claires. Et la révolution, bien sûr, c'est le Tolstoï qui est aussi... il n'est pas seulement interdit en Italie, en Russie, en France, parce que c'est antimilitariste. Mais il parle d'une révolution, ce n'est pas la révolution expliquée par les socialistes ou les libéraux. Pour la révolution qui parle dans les livres de Tolstoï, c'est la révolution que chacun de nous doit trouver à l'intérieur oui. Donc c'est une révolution intérieure, pas la révolution avec la force. On dit Tolstoï simplement que Tolstoï est contre l'État, parce qu'il déclare que si nous déclarons, nous ne sommes pas des communautés petites, c'est une servitude volontaire que nous, à la fin, on décide de la faire avec les États. Donc c'est Tolstoï contre aussi l'État. Donc, écrit Tolstoï à Gandhi, les socialismes, l'anarchisme, l'armée du salut, la criminalité croissante, le chômage, les luxes monstrueux de riches qui ne cessent d'augmenter et les noires misères des pauvres, la terrible progression du suicide, tout cet état de choses témoigne de la contradiction intérieure qui doit être et qui sera résolue. Résolue, vraisemblablement, dans le sens de la reconnaissance de la loi d'amour et de la condamnation de tout emploi de la violence. C'est pourquoi votre activité au Transvaal, qui semble pour nous au bout du monde, se trouve cependant au centre de nos intérêts, et elle est la plus importante de toutes celles d'aujourd'hui sur la terre. Non seulement le peuple chrétien, mais tous les peuples du monde y prendront part. Donc, ça, c'est Tolstoï que j'ai cherché de l'écrire dans mes livres. C'est les prophètes, on a fait une nouvelle ère. Peut-être que c'est pas encore... Mais c'est Tolstoï. Mais ça le sera. Merci. Merci beaucoup. Profiter de acheter les livres, bien sûr. Non, s'il y a des questions, je vais profiter de la présence de Mme Colette et de réponse Trubetskoy, parce qu'on a la chance aussi, et je remercie aussi vraiment l'ami Alexandra Kamenskaya qui a vraiment travaillé pour créer ces liens. Et je remercie vraiment Mme Colette, parce que quand je suis venu à Paris, parce que je fais encore je cherche des livres sur Tolstoï, parce que la chose étrange, c'est qu'en France, on trouve, je suis un peu comme Seguggio, à la recherche des autres choses qu'il a traduit à Kaminsky, parce que dans les 90 volumes qu'on a fait à l'époque, de toutes les œuvres,
aussi l'Union soviétique de l'époque a censuré certaines choses. Donc il faut confronter les textes français, parce qu'à la fin il a écrit des choses de Tolstoï, mais certaines choses on ne les trouve pas dans l'œuvre complète de 88 volumes. Et donc aussi la recherche que j'ai fait à Milan, par exemple dans les fonds de Moneta, c'est moi que dans 2007 j'ai trouvé des lettres inédites qui ne sont pas publiées en Russie. Ce sont les lettres qui manquaient dans l'épistolaire, ce sont les lettres que Tolstoï avait écrites à Moneta à la fin du XVIIIe siècle, et c'est l'époque de Baba Beccaris, delle cannonate su Piazza Duomo. Donc quand Moneta a décidé de publier dans la Vita Internazionale, que c'est un peu les journaux pacifistes de l'époque en Italie, c'est la période de Baba Beccaris, donc les contenus antimilitaristes de l'écrit de Tolstoï, Cartago dell'Enda Est, s'est retiré. Les lettres ils sont perdues, je les trouvais dans le musée du Risorgimento à Milan, et j'avais les publiées avec l'Université Cattolica, et c'est la raison par laquelle je vais continuer à étudier Tolstoï, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver. Oui, ça n'est jamais fini. Exactement. Donc, si vous voulez poser quelques questions, surtout à Madame Colette qui m'a donné un aide. Quelle aide? Dans mon travail, aussi l'enthousiasme, etc. Naturellement, c'est tellement extraordinaire. On a aussi... Ce jeune Italien qui arrive, qui m'apporte ce livre, qu'il a écrit sur Tolstoï, mais je trouve ça fantastique. Pas mal. C'est vrai. Vraiment. En Piémont, on dit les Soviétiques ont été absolument extraordinaire vis-à-vis de Léon Tolstoï, parce que pendant l'époque soviétique, mon mari était sidéré car il recevait à chaque fois, ils éditaient un nouveau volume et on le recevait à Paris, alors que mon mari n'était pas spécialement ami du gouvernement soviétique. Eh bien, en hommage à Tolstoï, ils envoyaient ses livres. C'est comme ça que mon mari a reçu les 90 ou 91 que vous avez vus à la maison. Voilà, merci Tolstoï. Merci à vous. Il y a quelqu'un qui vous posait une question? Oui, moi je voulais vous demander, je ne veux pas faire c'est peut-être une question d'histoire-fiction, mais qu'est-ce qu'il a manqué pour que quelque chose se passe finalement à cette époque-là, qu'on évite les deux drames mondiaux qu'on a eus dans le début du siècle ensuite? Est-ce qu'il a manqué à Tolstoï d'être avec d'autres artistes ou des choses comme ça? Est-ce qu'il aurait pu se passer quelque chose qui aurait changé un petit peu ce qui s'est passé après? Oui, un débat entre il y a 5 ans qu'il y a, mettons, on se rappelle de Verdun, etc. Il y a 2 ans, il est sorti le livre de Clark sur les origines de la guerre. Et on a étudié les origines Sarajevo, etc. Mais on n'a pas étudié la raison par laquelle les réseaux pacifistes ont perdu. C'est les militaristes qui ont gagné, on a fait la guerre. Mais, par exemple, oui, bien sûr, Tolstoï est mort en 1910. C'est vraiment les grands hommes qui osaient écrire le tsar, à les présidents de la République, à les Italiens aussi pour la guerre en Afrique, etc. Mais il y avait un réseau. Le réseau, c'est Romain Rolland, c'est Stéphane Zweig. Et puis, on connaît l'histoire de Romain Rolland, qui est très très proche à Gandhi, etc. Et en France, c'est la défaite des réseaux pacifiques, la Grande Guerre pour moi. Il faut écrire un livre sur ce sujet. Et si je peux ajouter aussi, quant aux raisons de la Première Guerre mondiale, on peut faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il était bien entériné dans la tête des Autrichiens, mais surtout des Allemands, que la Russie est un pays qui est en train de grandir, qui va devenir la puissance économique de premier plan. Les États-Unis, le monde anglo-saxon en était conscient aussi. On sait d'ailleurs que les Anglais, ils ont hésité de rentrer dans une coalition ou dans l'autre pendant la Première Guerre mondiale. Et si on fait un parallèle avec ce qu'il y a aujourd'hui, toutes ces pressions qu'on exerce sur la Russie, on peut dire, oui, c'est toute la crainte que la Russie reprend
des forces et va menacer, alors comme on dit, alors, vous lisez les journaux, la Russie menace l'Europe, menace la France, menace, l'autre jour elle menaçait la Suède. Oui, oui. Il y avait cet état d'esprit qui a contribué au fait que c'est pas l'attentat de Sarajevo, c'est tout ce que... il y a eu quelques aspects économiques qui ont joué, mais c'est surtout cette crainte de l'inconnu russe qu'on a surestimé en disant, bon, il va un jour nous tomber dessus. Alors que la Russie, dans son histoire, n'a jamais fait de guerre de conquête. Elle a accompagné Napoléon à Paris, mais après avoir après que Moscou ait été brûlé. Donc, mais il n'y a pas de guerre externe, véritable guerre externe de Russie contre l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. C'est un comment très intéressant, mais je crois que notre sujet d'intérêt sur Tolstoï, c'est que Lénine, à la fin, quand il est mort Tolstoï, il a reconnu comme quelqu'un qui a ouvert les portes de la révolution russe. Et je crois que c'est Tolstoï, les vivants, n'étaient pas d'accord avec ça. Mais... Oui, bien sûr. Oui, alors moi je suis un peu ignorante sur Tolstoï, mais j'ai beaucoup étudié Dostoïevski, j'ai écrit un livre sur lui, et j'étais très étonnée de ce qu'a raconté la comtesse Tolstoï de la guillotine, du fait parce que dans l'idiot, il y a aussi les récits terribles de la guillotine. Et puis il y avait, bon, Dostoïevski et Tolstoï sont des personnalités très différentes, venant de milieux très différents, mais tous les deux ont été militaires d'abord. Et donc, et tous les deux ont la même attitude envers l'Église, c'est-à-dire une religiosité profonde et d'un rejet de l'Église orthodoxe officielle. Donc c'est... J'ai envie de faire, je ne sais pas... Un point commun. C'est pour tout. Je voudrais vous dire quelque chose qui peut vous intéresser. En 2009, Gallimard et Le Seuil ont publié les derniers cours de Michel Foucault qui ont monté en 1984 et qui s'appelle, le titre c'est « Le courage de la vérité ». Et quand je vous ai entendu citer ce titre, je me disais, pour votre savoir, ce que vous disiez que vous pourriez faire véritablement une étude, parce qu'il y a une espèce de filiation comme ça entre Tolstoï et Michel Foucault, qui, à ce que vous disiez là à l'instant, me paraît assez évidente. Et aussi, on peut évoquer un autre personnage qui a aussi une famille, dans cette famille d'esprit, qui a aussi une tournure totalement christique, ce que je trouve chez Tolstoï, et qui est Pasolini. Donc on pourrait faire une espèce d'étude comme ça, vous voyez, Tolstoï, Michel Foucault et Pasolini. Eh bien, mettez-vous-y, monsieur. Je me suis sur beaucoup de... J'attends la tête des philosophes, je cherchais... Oui, c'est une ligne dans la préfaction qu'il m'a écrite dans Le coraggio della verità, Goffredo Fofi. Goffredo Fofi, justement, il m'a donné cette... c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de Pasolini, il a trouvé des choses qu'on peut... Ce que vous disiez, ça m'a beaucoup... Et pour terminer avec Dostoïevski, Tolstoï, la chose étrange on ne sait jamais comment. Mais les deux femmes, oui, parce que la femme de Dostoïevski avait des problèmes de droit sur les livres de son mari, et donc a cherché la femme de Tolstoï, Sofia, pour avoir des conseils, parce qu'il est désespéré pour l'argent. Et donc, et après la mort. Oui, non, pendant déjà à l'époque, parce que dans les années 80 du 19e siècle, Tolstoï a décidé de donner les droits d'auteur. Donc la femme de Dostoïevski avait peur aussi que Dostoïevski écrive une chose comme ça, mais elle est morte avant en tout cas. Je crois qu'ils avaient une relation très complexe. Oui, et puis il y a une relation parce qu'ils s'estimaient, et par exemple, on connaît que Dostoïevski parlait très bien d'Anna Karenina comme les romans pour excellence, et les derniers livres qu'on a trouvés sur la table avant la fuite de Tolstoï à 92, c'est le frère Karamazov.
Oui. Oui, et au 19e siècle, il y a une femme assez célèbre en Russie qui était Madame Blavatsky. Est-ce qu'on peut trouver un lien, Madame Blavatsky Oui, bien sûr. en Russie, qui a écrit beaucoup sur les religions notamment, mais ma question c'est, est-ce qu'on peut trouver un lien entre Tolstoï et Madame Blavatsky par exemple? Oui, bien sûr. Qui a été très célèbre aussi de son vivant. Anita, oui, je vous réponds très rapidement en disant que la dernière été à Milan, on a fait une conférence sur Leone Tolstoï et Milano. Et sur ce sujet, il a créé un essai qui sera publié par, c'est moi un peu que j'ai curé, Massimo Introvigni, je ne sais pas. Bon, je voudrais demander ça. Vous avez dit que la Russie n'a jamais fait de guerre de conquête. Mais l'Asie centrale, l'Extrême-Orient, les pays baltiques, le Caucase, sont toutes des terres, c'est devenu les pays les plus grands du monde. Comment expliquer le Caucase, en ce qui concerne le Caucase, c'était à la demande de la Géorgie, par exemple. Et en ce qui concerne l'Asie centrale, c'était à la En tout cas, je ne veux pas toucher ces sujets parce que sinon on parle des relations internationales et pas de Tolstoï. Tolstoï, en effet, c'est contre, par exemple, pour lui, la guerre russo-japonaise, c'est une guerre étrange de conquête, peut-être, comme vous dites. Donc il faut voir. Aujourd'hui, officiellement, Poutine dit la Russie n'a jamais fait de guerre de conquête. Non. C'est évident qu'il a fait des guerres. Poutine, comme sujet historique. C'est pas de guerre extérieure. La Russie était un pays colonisateur. Effectivement, les pays de l'Extrême-Orient, qui deviendront dans l'empire de la Russie, c'est une démarche de colonie, exactement comme ça se faisait à l'époque coloniale chez nous, ici. Il n'y a rien d'autre. Oui, monsieur. Bonsoir, j'étais très heureux de vous entendre parler de l'épisode de la batterie de canon de Capitaine Touché. Je ne sais pas si certains ont vu le film de Sergueï Bondarchuk au moment de sa sortie en France il y a un peu plus de 50 ans. Et j'ai été personnellement très touché de voir comment le capitaine mourant parle à son commandant en chef et dit « Galopke, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. » Alors moi, quand j'étais chasseur alpin, j'ai vécu une grande histoire avec la fille du colonel. Mais même après avoir quitté l'armée, le colonel en question, je ne l'ai jamais appelé mon petit pigeon. Et ce qui est symptomatique, et pourquoi je fais cette remarque, c'est que récemment j'ai acheté les 3 DVD qui sont sortis en France. Et vous remarquerez que ce passage-là a été coupé. La scène de la bataille de Stalingrad dans le film de Bondarchuk est une très belle illustration du roman. Oui. Deuxièmement, vous avez demandé quel était aujourd'hui l'intérêt des jeunes Tolstoï. Et, pour moi, ça n'est pas mon mode de culture, de formation, mais j'ai acheté pour mes petits-enfants l'album illustré de Martin Véron. Voilà, c'est très bien, monsieur. Qui s'appelle Ce dont l'homme a besoin. Voilà. La terre dont... Voilà. Oui, mais ça c'est très bien. Moi j'ai félicité monsieur Martin Véron. Je lui ai dit, grâce à vous, les jeunes vont connaître Tolstoï. C'est très bien, n'est-ce pas? C'est une très belle édition en plus. Voilà. Monsieur très... Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Kate, si vous permettez. Dans votre comparaison tout à l'heure entre Tolstoï et Dostoïevski, je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai lue
dans un journal, pas plus tard qu'il y a 8 jours. Il existe un journal russe édité à Paris qui s'appelle La Pensée russe. Il y a dans ce dernier journal, il y avait une interview intéressante d'un prêtre orthodoxe, ancien jésuite catholique, donc converti à l'orthodoxie, ça arrive. Et il y a une phrase clé, quand on lui pose la question, comment a été votre cheminement pour devenir orthodoxe, prêtre orthodoxe? Eh bien, il répond Tolstoï. Il ne répond pas Dostoïevski. Alors qu'on connaît justement toute cette position de Tolstoï qui refuse l'Église, et voilà un prêtre qui devient, qui a réfléchi, on peut être d'accord ou pas d'accord sur sa conversion, mais sa conversion, il l'explique par Tolstoï. Il a lu ce mot, je crois, Anna Karenina, où il y a la grande scène du mariage de Lévin Tripty dans la chapelle impériale du Kremlin. Et donc là, c'est vraiment une scène extraordinaire. C'est Tolstoï, il va raconter sa histoire. Mais je crois que l'Église, notamment, il a communiqué pour Résurrection. Il y a une scène qu'on a trouvée. Il faut lire aussi tous les livres de Tolstoï. Mais c'est vrai que l'Anna Karenina, la description de l'Église orthodoxe, c'est extraordinaire. Et il est bien étudié en Russie? Mais là, je peux pas répondre parce que je suis un Italien. En tout cas, je veux vous dire que le test de Guerre et Révolution, quand il est sorti en Italie en 2015, je ne connais pas à l'époque Madame Colette, mais Vladimir Tolstoï, ton ami, le directeur de Yasnaya Poliana, a dit peut-être dans 20 ans, aussi en Russie, on va découvrir ce Tolstoï pacifiste. On a dit qu'il y a toujours. Mais dans Tolstoï, aussi la famille Tolstoï, il désire que, pour l'histoire aussi de l'Église orthodoxe, amener encore Lev Tolstoï dans l'Église orthodoxe. C'est un peu dommage. Donc, aussi, Vladimir m'a dit, c'est quelque chose qu'on doit encore parler, par exemple, avec les politiques et aussi avec l'Église russe. C'est encore ouvert, les cas Tolstoï. Mais on parle ici à Paris avec le prince Tolstoï, avec Colette. Je crois que aussi avec des amis russes ici, on peut contager peut-être M. Poutine aussi. Oui. Le président Poutine, qui a remis la Russie sur un plan international. Avant M. Poutine. Colette, on ne parle pas de ça ce soir. Non, mais c'est vous qui venez de prononcer son nom. Oui, je le fais exprès, comme ça. Tiens. Provocateur. Ce qui est merveilleux de Tolstoï, c'est que vraiment, il est complètement d'actualité. C'est un écologiste avant la lettre, c'est un homme... Ça, c'est le côté New Age qui intéresse beaucoup les gens, peut-être pour le végétarisme, etc. Son pacifisme. Oui, son pacifisme, mais aussi c'est quelqu'un qui parlait à l'époque avec les rabbins, mais aussi avec les musulmans. Oui. C'est une vision très intéressante, très actuelle, oui. Il devrait être plus étudié dans les écoles et les lycées, je pense. Oui, et pour ce sujet, la chose que ça m'intéresse beaucoup, et ici on doit souligner que Madame Colette, pour les souvenirs de ton mari Serge, c'est elle qui cherche aussi avec les écoles en France, en Italie. Il y avait à l'époque, malheureusement, les filles de Carallari. Il est parti parce que je voulais souligner qu'en Italie, il y avait Tatiana Tolstoï, la fille d'Eliev, qui avait aussi une fille qui s'appelle Tania, notre Tatiana. On fait beaucoup de choses pour les méthodes Montessori, par exemple, les écoles, donc c'est très connu Tolstoï pour ça. Ici en France, grâce à Serge et aussi à Colette, que l'autre semaine, tu es parti pour aller dans une école à Montpellier, je crois. Montpellier, oui. C'est vrai. Non, j'ai été invitée à Montpellier parce qu'il se trouve là un homme qui a 37 ans, qui est d'origine russe et qui a épousé une jeune femme russe actuelle, et ils ont une petite fille,
Et j'étais dans une maison à Montpellier où on ne parlait que le russe. Alors lui a fait une association russe à Montpellier, il enseigne dans les écoles, et j'étais vraiment très heureusement surprise de voir que le consul général de Marseille, le consul russe, était là, et que tous les jours, il y avait des conférences sur Tolstoï, sinon sur la Russie. C'était absolument fantastique. Et il m'a dit, mais Colette, faites la même chose que moi. Mais je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, à mon âge, je ne vais pas aller enseigner dans les écoles. Mais voilà, il a un succès fou. Donc, s'il y a des jeunes ici qui sont professeurs, je vous en prie, faites comme Tolstoï. Bon, avant que les fantômes de Téléran entrent dans la scène, il faut remercier vraiment beaucoup Madame Colette Tolstoï, de Postupskoï, Alexandra Kamenskaya pour le soutien, et aussi Marina Valensis. Et je vous remercie pour être aussi nombreux ce soir pour Tolstoï. Donc, si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, si vous êtes intéressé par ce que nous faisons dans notre association Héros Tolstoï, voilà, et je vous conseille à tous de venir en Russie et de venir à Yasnopaliana. Maintenant, c'est très facile, c'est à 225 km de Moscou, vous avez le train qui va jusqu'à la grande ville de Toula, qui est la capitale du Samovar, et puis en plus, on a construit, touchant le parc, un hôtel, genre, pour l'accueil, pour les visiteurs, les touristes qui veulent rester plus d'une journée à Yasnopaliana. C'est un endroit, le parc est merveilleux, vous pouvez vous baigner, la rivière, il y a les étangs, il y a tout. Et on continue à élever des abeilles, parce que Léon Tolstoï aimait beaucoup le miel, et il y avait un rucher. Et ça continue, et quand vous êtes là-bas, vous pouvez acheter le miel Léon Tolstoï, qu'on continue à vendre. Je pense que vous pouvez peut-être trouver aussi de la vodka, ça j'en sais rien. Et visiter la maison, on a l'impression que Léon vient de la quitter. Ah, exactement. Le couvert est mis, et la maison de Tolstoï à Moscou aussi. Oui. Quand nous sommes allés là-bas pour la première fois, j'ai vu mon mari pleurer en arrivant, en voyant la chambre de son père, car ils avaient gardé, ils ont toujours gardé, les livres de classe, les cahiers, Michel Tolstoï, tout ça c'est sur son bureau. Et dans le placard, ils ont gardé tous ces costumes d'étudiants. Donc c'est étonnant. La vie est là. Alors si on a des hallucinations, on y est. Voilà.